Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 30 octobre 2023 et on commence directement le show avec le Judgment Day qui font leur entrée. On a juste JT McDonagh, Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui font leur entrée. Pourtant, on a Finn Balor et Damian Priest qui sont présents, mais ils n'ont pas fait leur entrée avec eux. Donc ils arrivent dans le ring. On a Rhea Ripley qui nous rappelle tout ce qui va se passer ce soir. On aura JT McDonagh qui va affronter Seth Rollins. On aura Dominic Mysterio qui lui va affronter Ricochet. Elle en profite aussi pour nous parler de son match à venir où elle défendra son titre face à 4 des catcheuses les plus badass actuellement à la WWE. Jusqu'au moment où Sami Zayn va l'interrompre, Sami Zayn va rentrer dans le ring, il nous dit qu'il en a marre. Il en a marre d'entendre parler de Judgment Day, il en a marre d'entendre à chaque fois que le Judgment Day dirige Monday Night Raw. Toute sa vie, il s'est battu contre des gens comme le Judgment Day, des gens qui pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent au nom du pouvoir. Et là, il en a marre. Son nom, c'est pas Sami Zayn, mais son nom, c'est Rébellion. Son nom c'est Résistance et il continuera de se battre contre le Judgment Day jusqu'au moment où ça y sera plus. Il peut même se battre en 1 contre 2, en 1 contre 3, 1 contre 4, 1 contre 5. Il s'en fout, peu importe. Il continuera toujours de se battre contre le Judgment Day jusqu'au moment où le Judgment Day n'existe plus. À ce moment-là, Rhea Ripley dit bon, c'est drôle, Sami Zayn, ce que tu me dis, mais pourquoi tu veux pas faire un match ce soir? Pourquoi t'affronterais pas par exemple Damian Priest? Donc Sami Zayn à ce moment-là, il accepte le challenge. Et on a du coup à ce moment-là Ricochet qui vient faire le save pour Sami Zayn. Il vient sauver Sami Zayn même si jusqu'à là il n'y a personne qui avait attaqué Sami Zayn. Et on part directement pour le prochain match. Ça nous fait une petite liaison. Ricochet qui affronte Dominic Mysterio. Franchement je trouve que le match n'était pas incroyable. Je trouve que le match était bien mais il n'était pas sensationnel non plus. On a eu de bons moves de la part de Ricochet encore comme d'habitude. De toute façon Ricochet, peu importe le match qui nous sort, ça reste toujours chouette à regarder. C'est Ricochet. Et puis Dominic Mysterio, ça permet de s'améliorer lui aussi dans le ring. J'ai hâte du moment où Dominic Mysterio va vraiment atteindre un level dans le ring. Je dirais pas inégalable parce qu'il y aura toujours des meilleurs catcheurs que Dominic Mysterio, mais je pense que il a vraiment le potentiel pour faire quelque chose de grand dans le ring. C'est peut-être pas pour tout de suite et peut-être qu'il atteindra jamais le level espéré. Mais en vrai, moi j'ai espoir et je me dis que Dominic Mysterio, il nous a montré de bonnes choses et ça pourrait s'améliorer. Il pourrait encore s'améliorer. 11 minutes de match, ça reste en vrai assez bien pour un match en 1 contre 1, mais je m'attendais à mieux en vrai. Je m'attendais à bien mieux entre les deux. À la fin du match, on a Rhea Ripley et JT McDonagh qui tentent tous les coups pour donner la victoire à Dominic Mysterio et ça va fonctionner puisque on aura Dominic Mysterio qui va battre Ricochet avec une sorte de roll-up où il va mettre ses pieds dans les cordes. On aura l'aide de JT McDonagh, l'aide de Rhea Ripley, donc victoire de Ricochet. Et après Ricochet va se venger, on va dire ça. Il va attaquer JT McDonagh en premier. D'ailleurs, JT McDonagh, c'est vraiment la grosse victime de Monday Night Raw, le pauvre. Mais j'aime bien en vrai cette construction-là. Je trouve que c'est. Je dirais pas que c'est satisfaisant parce que j'adore JT McDonagh et j'aimerais bien le voir step up. Mais je trouve que c'est une bonne construction et que ça va l'aider par plus tard. En tout cas, pour l'instant, on peut juste affirmer que ça fonctionne pour lui, puisqu'il a des matchs contre Seth Rollins. Il aura un match contre Joel, je vous le spoil pas tout de suite, mais on en parlera juste après. Donc c'est très bien pour JD McDonagh, j'aime bien sa petite évolution. Donc il attaque, Ricochet attaque JD McDonagh, il attaque au passage aussi Dominic Mysterio, puisqu'il faut l'attaquer. Et au moment où il veut faire son shooting star press, c'est un petit peu chiant qu'il fasse plus son 630, c'est un petit peu dommage, mais au moment où il veut faire son shooting star press de la 3ème corde, on a Rhea Ripley qui vient faire le save. Donc bon petit match, mais je pense qu'on aurait pu avoir un petit peu mieux de ce côté-là. Entre temps, on nous montre un petit clip sur DIY que j'ai bien aimé. Ça retrace un petit peu la carrière de DIY du côté de NXT. Et la question que Thomas Ciampa et Johnny Gargano se posent, c'est pourquoi pas le faire? Pourquoi pas faire la même chose à Monday Night Raw? Qu'est-ce que ça donnerait si on le fait à Monday Night Raw? C'est le début de l'histoire de DIY à Raw. On en reparlera plus tard, puisqu'ils auront un match ce soir. Mais vraiment, moi je suis dans le train de DIY. J'ai toujours été un grand fan de DIY. C'est limite mon équipe préférée de catch de tous les temps. Celle qui m'a le plus marqué, c'est ma génération. J'ai grandi avec NXT et je suis un grand fan de NXT. Ensuite, on a eu un match entre Alpha Academy et les Creed Brothers. Pour ceux qui ne savent pas, Alpha Academy, ils avaient annoncé un Open Challenge sur les réseaux sociaux. Et c'était les Creed Brothers, Julius Creed en particulier, qui avaient accepté ce challenge-là. D'après les rumeurs, il serait officiellement call-up du côté de Raw. Ça fait plaisir, ça fait une équipe en plus. On sent que la WWE essaye d'un petit peu plus montrer la division par équipe ces derniers temps. Donc moi, je suis vraiment totalement pour. J'aime beaucoup le catch par équipe. Et à la WWE, c'était vraiment un petit peu négligé ces dernières années et depuis un bon petit bout de temps. Mais là, ça fait plaisir de revoir du bon catch par équipe et de voir qu'il y a des bonnes choses qui sont mises en place pour faire évoluer ce catch par équipe à la WWE. Donc là, les Creed Brothers qui vont faire une très très belle performance face à Alpha Academy. Je sais plus combien de temps il a duré le match, je vais vérifier ça très rapidement. 10 minutes 55, plus ou moins le même temps que le premier match, mais c'était vraiment un match super satisfaisant. On voyait que c'était que Ivy Nile, je sais toujours pas comment on prononce son prénom. Elle était un petit peu émue de voir de faire ses débuts dans le roster de Raw avec les Creed Brothers.
J'aime beaucoup les Creed Brothers, ça me fait penser un petit peu à American Alpha, c'est le genre d'équipe que j'aime beaucoup personnellement. J'étais un grand fan d'American Alpha et là ça me fait un petit peu penser à cette équipe-là. En particulier Julius Creed que je trouve vraiment au-dessus du lot, il est très très bon, il est incroyable et je pense qu'il va encore s'améliorer et ça va être juste fou. À mon avis, je crois ça va être une pépite Julius Creed. Brutus, j'ai encore un petit peu du mal, mais je dirais plus que c'est un petit peu son physique qui me dérange plus qu'autre chose. À part ça, il est vraiment très très bon dans le ring lui aussi. J'aime beaucoup le finisher qu'ils ont fait à la fin, je l'ai jamais vu, même si j'ai déjà vu, je crois, la Brutus Bomb différemment. Mais là, on avait Otis qui était sur les épaules de Julius Creed et Brutus qui a fait la Brutus Bomb de la troisième corde sur Otis. Vraiment très très bon finisher. Ils ont des moves en commun qui sont vraiment beaux à regarder. C'est le genre de truc qu'on veut voir dans une équipe. Tu peux avoir ton arsenal personnel et avoir ton moveset personnel entre guillemets. Mais c'est bien quand tu arrives à combiner et faire des moves en commun comme on peut l'avoir avec pas mal d'équipes dans le monde. Et c'est ce qui fait que une équipe se démarque, je trouve, en tout cas dans le ring. Et là, du coup, belle victoire pour les Creed Brothers qui remportent leur premier match à Monday Night Raw contre Alpha Academy, qui n'est pas une équipe dégueulasse non plus. Hein. Ça reste Alpha Academy, plusieurs fois champion par équipe. Et c'est un petit peu l'équipe qu'on voit de plus en plus en ce moment aujourd'hui à la télé, du moins du côté de Monday Night Raw. Donc très belle victoire pour les Creed Brothers. J'ai hâte de voir la suite pour eux. Entre temps, on est en backstage avec le Judgment Day. D'abord, ils vont se faire interrompre par le New Day, parce qu'on aura le New Day qui seront déguisés en Judgment Day, vu que c'est Halloween. Donc, je trouvais ça assez drôle en vrai de voir le New Day déguisé en Judgment Day. Mais ensuite, on aura le Judgment Day qui vont faire une petite réunion. Ils vont se parler ensemble. Déjà, Rhea Ripley qui va dire qui va annoncer à Damien Priest qu'il a un match ce soir face à Sami Zayn. Ensuite, Damien Priest lui dit qu'il aura un match contre Cody Rhodes à Crown Jewel, et peut-être qu'à Crown Jewel il pourra peut-être cash in sur Seth Rollins à la fin. Il devrait commencer à y penser, peut-être même cash in sur Drew McIntyre s'il devient champion, peut-être même sur Roman Reigns, et même peut-être sur LA Knight s'il devient champion, ce qui ferait de lui le champion le plus court de tous les temps. C'est la première fois je pense que Damien Priest évoque le fait de cash in, surtout de cash in sur Roman Reigns, c'est encore plus fou. Donc ça reste quand même une possibilité. Je sais que la WWE ils en parlaient pas trop et ils aiment bien que ça soit focus sur une seule personne, mais c'est bien de le mentionner qu'il peut cash in sur n'importe qui, et encore plus Roman Reigns. Ça prouve encore une fois que Roman Reigns il n'est pas intouchable, et que si Damien Priest il veut cash in sur Roman Reigns, il devrait et il pourrait le faire. Mais par contre, il va falloir qu'il choisisse bien le moment de cash in sur Roman Reigns, parce qu'il n'est pas présent tout le temps, et je pense que Crown Jewel ça peut être une bonne opportunité pour lui de montrer qu'il peut le faire, mais peut-être pas le faire, je sais pas en tout cas. Personnellement, je me questionne toujours sur le cash-in de Damien Priest. Je pense pas qu'il va cash-in sur Roman Reigns, évidemment. Je pense qu'il va plutôt cash-in sur Seth Rollins ou peu importe qui est champion poids lourd un petit peu plus tard dans l'année. Mais je pense pas que ça va arriver tout de suite. Je pense pas que ça arrivera avant WrestleMania. Je pense même que ça va arriver après WrestleMania, ce qui sera un petit peu triste pour la personne qui est championne, puisqu'elle restera pas championne très longtemps. Mais je pense pas que ça va arriver tout de suite. En tout cas, le cash-in de Damien Priest. Par contre, chose hyper intéressante, on a Damien Priest qui mentionne encore une fois le fait que, on a dit dans le Judgment Day, il y avait personne, il y avait aucun leader. Mais par contre, c'est Rhea Ripley qui choisit les matchs de tout le monde. Et ça le déplaît un petit peu fortement. Rhea Ripley, elle justifie ça en disant que c'est bon, t'inquiète pas, Damien Priest est le punishment du Judgment Day. Belle rêve, parce que l'ancien nom de Damien Priest, je pense qu'on le sait tous, c'était Punishment Martinez à l'époque de la Ring of Honor ou peu importe. Donc belle rêve de la part de Rhea Ripley. Mais ça justifie un petit peu tout pour Damien Priest. Il dit ok, bon, tu m'as mis face à Sami Zayn, je peux le faire face à Sami Zayn. Donc tranquille, on va faire le boulot, et Judgment Day, on va encore une fois diriger Monday Night Raw. D'ailleurs, JD McDonagh, on a l'impression maintenant il fait pleinement partie du Judgment Day, puisque même en live event, il voyage avec le Judgment Day, il est présent avec le Judgment Day. Là, il est avec le Judgment Day sans problème. Donc très bien pour JD McDonagh, et j'ai hâte de voir la suite encore une fois pour lui. Ensuite, on se retrouve avec un nouvel épisode du Miz TV avec comme invité Gunther. Au départ, on a le Miz qui fait son entrée. Il va demander à Gunther, le nouveau champion intercontinental au règne le plus long de l'histoire, de faire son entrée. Sauf que Gunther va pas arriver, mais on aura Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui vont débarquer. D'ailleurs, toujours cette histoire où on a Imperium qui met un petit peu Giovanni Vinci de côté. Je trouve ça dommage en vrai, et je comprends pas trop cette construction. Je pense pas que c'est vraiment une bonne chose de mettre des tensions dans Imperium. C'est pas réellement des tensions, c'est surtout Gunther et Ludwig Kaiser un petit peu lui aussi, qui sont très très autoritaires, et j'ai pas envie que Imperium ça se sépare. Surtout, ça a pas vraiment lieu d'être d'avoir ce genre de friction dans Imperium, puisque c'est censé être un groupe très fort qui dirige un petit peu tout, et j'ai pas envie de voir Imperium se séparer. Pour moi, ce serait vraiment une grosse déception, et vraiment un gros raté de la part de la WWE s'ils décident de séparer les membres d'Imperium, même si Ludwig Kaiser pourrait très très bien fonctionner en solo, et je dis pas le contraire. Enfin bref,
c'est pas ça le sujet. Mais là, encore une fois, dans ce Miss TV là, on a, je crois, Giovanni Vinci qui dit quelque chose. Genre, il dit qu'il peut faire. Qui pourrait attaquer le Miss quand il voudrait, ou un truc dans le genre, je sais plus trop qu'est-ce qu'il dit. Et on a Ludwig Kaiser qui crie sur Giovanni Vinci en lui disant que non, tu peux pas faire ça. Si tu dois faire quelque chose, c'est quand moi je te le dis et quand Gunther te le dit, quand le ring général te le dit. Donc, encore une fois, ça met un petit peu Giovanni Vinci de côté et je trouve ça vraiment dommage. Donc à ce moment-là, on a Gunther qui débarque et là j'ai trouvé que le segment il était juste insane. Premièrement, on a Gunther qui répète au Miz que c'est pas son invité, il veut pas être un invité d'un talk show en 2023. Qu'est-ce que tu essayes de faire avec un talk show en 2023? C'est nul à chier. On a le Miz TV qui lui répond en lui disant que même avec un John Cena invisible comme invité dans son Miz TV, c'était bien plus divertissant que ta présence aujourd'hui. Et c'est là que Gunther va lui répondre avec une phrase que je trouve excellente où il dit que tu sais le Miz, c'est là que t'as pas compris, c'est là que tu comprends pas trop les choses. À partir du moment où la cloche sonne, on s'en fout d'à quel point t'es divertissant. Ce qui importe le plus, c'est de savoir à quel point t'es un bon catcheur et c'est ce qui fait que moi aujourd'hui je suis le champion intercontinental et toi tu diriges un talk show. T'es un très bon sports entertainer, le Miz, mais t'es pas un très bon catcheur. Et à ce moment-là, le Miz va lui répondre en lui disant que tu veux que je sois sérieux, je sais sérieux quand il faut être sérieux. J'ai été sérieux quand j'ai battu Randy Orton pour devenir champion de la WWE. J'ai été très sérieux quand j'ai battu John Cena dans le main event de WrestleMania à WrestleMania 27. Et j'étais très sérieux quand j'ai rendu ce titre que tu portes sur tes épaules, quand je l'ai rendu glorieux en gros, quand il a rendu gloire à ce titre. C'est pas faux ce qu'il dit le Miz, mais je trouve que ce que Gunther a dit c'était bien plus impactant. À ce moment-là, on a Ludwig Kaiser qui va prendre une des citrouilles qui était dans le truc du Miz. Enfin, ça, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule. Il va l'écraser à terre. À ce moment-là, Ludwig Kaiser il dit tu vas faire quoi par rapport à ça, comme s'il avait écrasé son goûter ou un truc dans le genre. Et, euh, et on a le Miz qui va attaquer Ludwig Kaiser, sauf que Giovanni Vinci il va vouloir attaquer le Miz. Le Miz va s'en sortir, il va remonter dans le ring, sauf que là Gunther va lui mettre une grosse chop. À ce moment-là, il va prendre le titre, il va montrer, il va se mettre au-dessus du Miz. Le Miz va revenir, il va vouloir rattaquer Gunther. Mais à ce moment-là, grâce à l'aide de Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, on aura Gunther qui va mettre une big boot au Miz. Et après, il va partir comme une victime, comme si il savait plus se battre, alors que voilà, hein, il s'est pas fait terminer. Il peut repartir en marchant. Je trouve ça bizarre. Mais au moment où il fait son départ et il rentre dans les backstage, on a DIY qui font leur entrée avec un nouveau film song que je trouve bien en vrai. À la première écoute, je trouve que c'est un bon film song. Le seul problème, c'est que ça ressemble trop à celui de Austin Theory. Il y a beaucoup trop de connotations qui ressemblent au film song d'Austin Theory. C'est un bon film song, mais Chrome Heart, ça pourra jamais dépasser ce film song là que je trouve bien mieux. Mais à part ça, je trouve qu'il est bien. Il est pas dégueulasse, quoi, en gros. On aurait pu avoir pire. Avant de passer au match, on a le Miz qui va en backstage voir Adam Pearce. Il veut récupérer le titre intercontinental. Ça lui est venu comme ça, hein, tout simplement. Il veut récupérer ce titre. Donc il demande à Adam Pearce d'avoir une opportunité pour le titre. Sauf qu'Adam Pearce, pour l'instant, il peut pas faire grand chose par rapport à ça. Puisque on a par exemple Bronson Reed qui débarque. Qui a lui aussi, il attend d'avoir sa revanche. Il attend d'avoir son opportunité. Et malheureusement pour le Miz, Bronson Reed il passe devant. Donc affaire à suivre. Et on en reparlera un petit peu plus tard. D'abord, on passe au tag team match entre Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui affrontent DIY. Premier match de DIY dans le main roster depuis 2019, puisqu'ils avaient déjà catché dans le main roster. Ils avaient fait 2 matchs. C'était l'époque où Triple H il avait fait une promo dans le ring où il avait annoncé 2-3 superstars d'NXT qui devaient de base se faire call-up. Et finalement, il y en a certains qui sont fait call-up, d'autres qui ne sont pas fait call-up. C'était un petit peu avant WrestleMania 35. Et du coup, ils avaient fait 2 matchs. Un match contre le Bar à SmackDown et un match contre Revival à Raw. C'était sympa en vrai, c'était sympa à voir. Ils étaient champions à ce moment-là, pas champions par équipe, mais Johnny Gargano champion nord-américain et Thomas Ciampa champion NXT et ils étaient tous les deux heal. En vrai, j'aimais bien cette période-là personnellement. En tout cas, ce match-là était très sympa. Le match entre Imperium et DIY, très très bon match de 10 minutes encore une fois, un petit peu pareil que les matchs précédents. J'ai bien aimé, ça m'a fait extrêmement plaisir de retrouver DIY dans le ring, qui vont remporter les matchs bien évidemment. Ils vont remporter le match avec leur meet in the middle à la fin. Et encore une fois, c'est de la faute de Giovanni Vinci. À la fin du match, il va monter sur la troisième corde, il va essayer de faire son moonsault sur Thomas Ciampa, mais Thomas Ciampa va bien évidemment contrer. À ce moment-là, meet in the middle, victoire de DIY qui remporte leur premier match dans le main roster depuis longtemps du coup. Enfin, dans leur premier match dans le main roster tout court. Je crois que c'est leur première victoire tout court ensemble dans le main roster. Encore une fois, très hâte de voir la suite pour DIY, hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. À ce qui paraît, on devrait avoir une petite collaboration, on va dire, entre DIY et le Miz, puisque le Miz il se dirigera vers le titre intercontinental. En vrai, ça me dérangerait pas. On voit que le Miz il essaie de tourner face. Première fois que c'était arrivé, ça avait pas trop fonctionné, même si moi ça me dérangeait pas trop.
J'aimais bien en vrai cette rivalité Shane McMahon, le Miz à l'époque en 2019. Mais la première fois qu'il était face, c'était vraiment pas dingue et je pense pas que c'est une bonne idée de le remettre face, le Miz. Mais en tout cas, on verra bien d'ici là. J'aurais bien aimé voir Johnny Gargano se diriger vers le titre intercontinental comme Tommaso Ciampa l'a fait. Je pense pas que ce soit dans les plans, mais j'imagine plein de bonnes choses pour DIY par la suite. Et malheureusement, du coup, Giovanni qui. Enfin, Ludwig Kaiser qui est énervé contre Giovanni. Donc là, pareil, affaire à suivre en espérant qu'il se fasse pas kick de Imperium parce que ce serait très grave, je trouve. En attendant, on a un clip sur Shinsuke Nakamura, encore une fois, qui nous fait une promo en backstage où, encore une fois, il attend son prochain adversaire. Il demande à son adversaire si il doit l'attendre ou s'il doit aller le chercher lui-même. Et encore une fois, il y a plein de refs à CM Punk. Je sais qu'on est peut-être tous en train d'halluciner par rapport à ça, mais il y a beaucoup trop de refs à CM Punk, même pendant tout l'épisode de Raw, c'est trop par après, on y reviendra, il va faire une ref à CM Punk, Becky Lynch pareil, il y a des refs de partout, et je veux bien que ça peut être du hasard, dû au hasard, et que ce soit peut-être une coïncidence, mais là, 37 fois des refs à CM Punk, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop et on est peut-être sur le point d'avoir le retour de CM Punk. En tout cas, on verra bien. Par contre, Shinsuke Nakamura qui attend son prochain adversaire, sa prochaine rivalité, sa prochaine grosse rivalité. Je le précise parce que après, on aura Akira Tozawa qui va challenger Nakamura la semaine prochaine et je pense pas que ce serait vraiment sa première grosse feud à Nakamura depuis son titre, enfin depuis son run face à Seth Rollins. Mais je me demande qui pourrait être le prochain gros challenger, si je peux dire ça comme ça, mais le prochain gros adversaire de Nakamura, à part CM Punk, je vois personne personnellement, donc donnez-moi votre avis dans les commentaires et dites-moi si vous avez d'autres idées par rapport à ça, mis à part CM Punk évidemment. Ensuite, on a Candice LeRae qui affronte Shali. J'ai pas aimé le match, voilà tout simplement, c'était trop court. Malheureusement, ils ont tourné la fin du match, elle a été tournée pour faire croire que Candice LeRae a été blessée dans la kayfabe évidemment. Sinon, si c'était dans la vraie vie, ça aurait été un petit peu plus triste. Donc à la fin, on aura Shali qui va faire une sorte de black mass à Candice LeRae et à ce moment-là l'arbitre va arrêter le match, c'est la première fois que ça arrive, mais enfin c'est la première fois que ça arrive du genre, hein, elle va être KO et ils vont arrêter le match, de base ça se passe pas comme ça, et du coup victoire de Xayali qui remporte le match. Personnellement j'ai du mal avec la présentation de Xayali ou Shali, peu importe, j'alterne de temps en temps, j'ai du mal avec sa présentation, je pense pas qu'elle ait quelque chose en plus personnellement, ça peut être une bonne catcheuse, en vrai sans plus. Je la trouve pas plus divertissante que ça. En vrai, je sais pas ce que les gens la trouvent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de elle. Essayez de m'éclairer un petit peu. Dites-moi pourquoi vous l'aimez bien. Moi, j'ai pas trop trouvé qu'est-ce qui pourrait me plaire chez Xayali, que ce soit dans le ring ou dans son personnage. Je trouve que c'est limite même plus ridicule qu'autre chose, son entrée où elle fait des trucs bizarres. Je suis vraiment pas fan. Bon, je vais voir ce qui va se passer par la suite, vu que j'ai l'impression que c'est vraiment un projet pour la WWE qui va bien se dérouler, peut-être face à Becky Lynch par la suite, j'imagine. Donc je verrai bien, mais pour l'instant, vraiment, j'ai jamais trouvé qu'elle avait quelque chose en plus que Xayali. Enfin bref. Et du coup, Candice LeRae par la suite, elle va aller près des médecins et on aura DIY qui seront là pour voir si elle va bien ou pas. Donc à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Candice LeRae. J'ai l'impression qu'ils la rendent un petit peu plus trop fragile ces derniers temps. Je sais pas à quoi il joue Triple H avec Candice LeRae, mais j'espère que elle aura quelque chose de bien par la suite. On nous présente aussi un clip sur Drew McIntyre que je vous conseille absolument d'aller voir parce que je pourrais jamais vous retranscrire pleinement ce qui s'est passé pendant ce clip là. Mais en gros, on a Drew McIntyre qui va narrer un petit peu toute sa carrière à la WWE. Il se fait virer une première fois, il revient, il remporte le Royal Rumble, il va dans le main event de WrestleMania mais sans public, il devient pour la première fois champion de la WWE, etc. Et maintenant, il affronte Seth Rollins. No More Broken Dreams, c'est une des grosses phrases qui nous dit dans ce clip-là. Il nous explique aussi que sa première défense en tant que champion de la WWE, c'était face à Seth Rollins pendant le Covid. C'était à Money in the Bank 2020, il me semble. Et que, du coup, Seth Rollins, ce sera sa dernière défense à Crown Jewel face à Drew McIntyre, parce qu'il va redevenir champion poids lourd et il compte bien y parvenir. En tout cas, c'était vraiment un très bon clip. Par contre, la WWE va falloir se grouiller à prolonger le contrat de Drew McIntyre, parce que c'est toujours pas fait. Et il reste que 5 mois le contrat de Drew McIntyre. Je pense qu'ils vont trouver une entente par rapport à ça, mais il faut vraiment se dépêcher parce que là, c'est trop tardif et je sais pas trop à quoi la WWE joue avec les contrats en ce moment, mais un petit peu compliqué. Parce qu'un truc que j'ai trouvé très bien pendant cet épisode de Raw, c'est que pendant tout le long de l'épisode de Raw, on nous montre des vignettes sur un petit peu près tout le monde, mais surtout sur les catcheuses qui vont affronter Rhea Ripley à Crown Jewel. Donc par exemple là, juste après ça, on a eu un petit clip sur Zoe Stark qui nous présente un petit peu Zoe Stark. Pareil avec Raquel, pareil avec Shayna Baszler, que j'ai trouvé ça très bien et une bonne manière de bien présenter au public qui ne les connaissent pas suffisamment qui sont vraiment
ces personnes-là. Enfin bref, après on a Seth Rollins qui fait son entrée pour nous faire une petite promo juste avant son match. Il va bien évidemment nous parler du clip qu'on a montré sur Drew McIntyre en disant que Drew McIntyre tout simplement c'est une pleurnicheuse. Il va même lui répondre Cry Me a River, encore une fois une petite ref à CM Punk, il va même le dire 2 fois. Pour ceux qui ne savent pas, c'est par rapport à l'événement qui s'est passé à All In en 2023, petite altercation entre Jack Perry et CM Punk. Encore une fois, une des grosses rêves de CM Punk, et ça fait partie de toutes les rêves qu'on a jusqu'à maintenant. Mais à part ça, il va dire pas mal de choses intéressantes. Déjà, premièrement, il dit que Drew McIntyre c'est une pleurnicheuse parce que il se plaint de ne pas avoir réussi à remporter le titre de la WWE de la manière qu'il voulait pendant le Covid, puisqu'il n'y avait pas de fans. Il lui dit que tu peux pas pleurer pour ça, alors que pendant le Covid, il y a des gens, ils savaient même pas quand ils allaient recevoir leur prochaine paye. Donc pour Seth Rollins, Drew McIntyre, tout simplement, c'est une pleurnicheuse. Il termine par dire que si Drew McIntyre quand Joel arrive à le battre de manière normale et pas de manière en trichant, etc., bah, il va être le premier à lui serrer la main, et tout comme il l'a fait en 2020. Et à ce moment-là, on aura JD McDonagh qui va attaquer Seth Rollins pour commencer leur match. Très bon match d'ailleurs de 14 minutes. J'ai trouvé que le match était vraiment bien construit. On avait Seth Rollins qui avait évidemment l'avantage tout au long du match, mais on a eu pas mal de moments où JD McDonagh arrivait à prendre l'avantage. Et je trouvais que c'était très généreux de la part de Seth Rollins de donner pas mal de spots à JD McDonagh qui a clairement pu briller pendant ce match, même si c'était pas lui qui avait le bon rôle évidemment. Puisque Seth Rollins a remporté son match avec. En vrai, il a été assez protégé, je trouve, JD McDonagh, même si je pense pas que c'était le but. Il fait un pedigree et ensuite curb stomp sur JD McDonagh pour la victoire. On a même Damian Priest qui est venu pendant le match juste pour confronter Seth Rollins, peut-être pour le déstabiliser, mais il a rien fait du tout. En vrai, il a même pas tenté de cash-in ou quoi que ce soit. Il est juste venu avec la mallette pour essayer de le déstabiliser. Ça a un petit peu fonctionné, mais pas assez. Donc victoire de Seth Rollins. Et franchement, je trouve que le match était vraiment très très sympa. Peut-être pas ce que j'imaginais. J'aurais bien aimé avoir un match vraiment bien strict dans les règles entre Rollins et JD McDonagh, et pas un match construit de cette manière-là. Mais je pense que c'était vraiment la bonne manière de construire ce match-là, vu la situation des deux catcheurs, et surtout celle de Seth Rollins, qui aura du coup un match à Crown Jewel contre McIntyre. Il pouvait pas se permettre de perdre ce match-là ou avoir plus d'adversité. Je pense pas que c'était vraiment nécessaire. Donc belle victoire de Seth Rollins. Ensuite, on a eu le trick hors Street Fight match entre Chelsea Green et Natalya. C'était un petit peu le match drôle de la soirée, vraiment. Je m'en foutais un petit peu de ce match-là, mais c'était drôle, c'était Halloween, enfin bref. On a Natalya qui était venue déguisée en lapin bizarre, enfin bref. Et Chelsea Green et Piper Niven qui étaient déguisés en Hart Foundation. Chelsea Green en Bret Hart et Piper Niven déguisé en papa de Natalya. Je trouvais ça assez bizarre de se déguiser en papa de Natalya, surtout quand t'affrontes Natalya. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais j'imagine que ça n'a pas non plus dérangé Natalya plus que ça. À part ça, le match c'était juste un match drôle. On avait plein de trucs sympas, en vrai, des bonbons. À un moment donné, on a un spot où Natalya va faire un powerbomb à Chelsea Green sur des bonbons qui étaient mous, hein, évidemment. C'était pas des bonbons très durs, donc ça va. Pas trop de mal pour Chelsea Green. Mis à part que Chelsea Green, elle avait une tenue où t'avais peur à un moment donné de voir son bzz dépasser une fois de temps en temps. En tout cas, c'était vraiment drôle. À un moment donné, on a Nikki Cross qui était caché en dessous d'une table, en dessous d'un pot de bonbons. C'était drôle aussi. Victoire de Chelsea Green qui remporte le match. Donc, belle victoire pour Chelsea Green qui était la bonne personne à faire gagner. Et c'était sympa, en vrai. Il fallait faire ce match-là. Donc, match très très sympa. On a aussi, juste avant ce match-là, eu des segments backstage. Un en particulier avec Ricochet qui va voir Adam Pearce, parce qu'il veut sa revanche face à Dominic Mysterio. Mais Damian Priest, il dit qu'il a mieux pour lui une petite revanche pour le titre intercontinental, du moins une opportunité pour essayer d'aller chercher une opportunité au titre intercontinental du coup. Et on a même Ivar qui va débarquer. On aura plein de personnes qui vont être dans ce match-là. On y reviendra à la fin du show où je vous dirai quel match a été annoncé par rapport à ça. Et on a aussi Becky Lynch qui va faire une promo backstage où ça va un petit peu mettre en place sa rivalité face à Xia Ali. On verra bien ce sera quoi la suite entre les deux. Mais personnellement, je suis pas très très hypé par rapport à ça. En tout cas, hâte de voir ça. Comme je vous l'ai dit, on aura Akira Tozawa contre Shinsuke Nakamura la semaine prochaine. Je pense que ça va être un squash match très très rapide. Mais en tout cas, deux catcheurs japonais qui s'affrontent, ça peut être sympa. J'aime beaucoup les deux catcheurs, que ce soit Akira Tozawa ou Nakamura. Donc tant mieux. Et enfin, on passe au main event, Damian Priest contre Sami Zayn. Au départ, c'était un match très très sympa, 10 minutes de match. Mais franchement, le match était vraiment bien. On a eu pas mal de catch en vrai cette semaine à Raw. 7 matchs, c'est énorme. Et le main event était vraiment pas mal. Damian Priest qui a montré de belles choses. Pareil pour Sami Zayn. À la fin du match, on a Finn Balor et Dominic Mysterio qui essayent de gruger, enfin qui grugent pour essayer de donner la victoire à Damian Priest. Sauf que ça va pas fonctionner, puisqu'on aura Jey Uso qui va faire le save. Sauf que Jey Uso, lui, il perd pas de temps. Il va directement attaquer Damian Priest. Donc disqualification. Victoire de Damian Priest qui remporte le match par DQ. Et après, du coup, on aura Jey Uso qui va attaquer
attaquer le Judgment Day. Le Judgment Day qui va venir pour attaquer Jey Uso et Sami Zayn. À ce moment-là, Cody Rhodes va faire le save. Et là, ça va un petit peu plus s'enchaîner. On aura Cody Rhodes qui va attaquer Damian Priest pour du coup préparer, on va dire, son match à Crown Jewel contre Damian Priest. Il va vouloir lui faire un crossroad sur la table des commentateurs, sauf qu'à ce moment-là, on a JD McDonagh qui va venir faire le save après son match face à Seth Rollins. Et à ce moment-là, au moment où il dit à Damian Priest de partir et de passer par le public pour retourner en backstage, on a Sami Zayn qui arrive directement, gros Helluva Kick dans la grosse gueule de JD McDonagh. Et à ce moment-là, Cody Rhodes lui en a pas terminé, il demande à Sami Zayn de lui donner de McDonagh. Crossroads sur la table des commentateurs, le public en veut encore, deuxième Crossroads, et à ce moment-là, Cody Rhodes il va prendre le micro pour faire une promo sur Damian Priest. D'ailleurs, je trouve qu'il faut absolument donner ses fleurs à JD McDonagh qui a vendu super bien tous les moves qu'il a reçus ce soir-là. C'est un petit peu la victime de cet épisode de Monday Night Raw, mais vraiment il a vendu tout très très bien. Je trouve que c'est vraiment un talent incroyable JD McDonagh et j'ai hâte d'en voir plus de lui par la suite. Donc Cody Rhodes prend le micro, il va dire à Damian Priest que la semaine dernière il a attaqué avec une chaise, mais l'histoire de Cody Rhodes c'est qu'il se relève tout le jour. Mais quelle est l'histoire de Damian Priest? 20 ans dans le business, une mallette et c'est toujours pas un leader. Et il va expliquer pourquoi c'est toujours pas un leader. Tout simplement parce que Damian Priest c'est un suiveur, il marche derrière Finn Balor, il marche derrière Ripley et il marche même derrière Dominic Mysterio. Et du coup maintenant Cody Rhodes il est de retour sur son chemin et son chemin il passe par Damian Priest. Donc à Crown Jewel il va battre Damian Priest et le show se termine comme ça. Très très belle promo de Cody Rhodes qui était vraiment très très intense. J'ai vu pas mal de monde sur Twitter qui disait que c'était vraiment la promo la plus heel de Cody Rhodes de sa carrière. Je n'ai pas trouvé vraiment qu'il y avait des petits points heel dans sa promo. Je trouve que c'était vraiment une promo de babyface et franchement Cody Rhodes ça fonctionne toujours aussi bien. Très belle manière de terminer cet épisode de Monday Night Raw qui était vraiment très très bien chargé. J'ai trouvé qu'il était mieux que celui de la semaine dernière, même si la semaine dernière c'était vraiment un très très bon épisode aussi. Mais celui-là était bien plus digeste, bien mieux réalisé je trouve. Et on a eu que des bons moments. Donc vraiment très très bon show, très très bon épisode de Monday Night Raw. La semaine prochaine aussi, on aura un Fatal 4-Way. Celui qui remporte ce Fatal 4-Way aura une opportunité pour le titre intercontinental. Donc Ricochet fait partie du Fatal 4-Way. Pareil pour le Miz, Bronson Reed aussi et Ivar qui a été mis en avant récemment en solo. Donc hâte de voir ce match-là, hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer dans le ring. Et je pense qu'on va se diriger vers une victoire du Miz hein, sans réellement de soucis. Enfin, il y aura du souci, mais je pense que ce sera vraiment une victoire du Miz qui se dirigera vers une feud avec Gunther et ça pourrait être très intéressant. J'ai oublié si je l'ai dit dans cette vidéo, mais on aura aussi Sami Zayn contre JD McDonagh à Crown Jewel, mais dans le kick-off, donc intéressant, retour des matchs dans le kick-off, et notre nouvelle news qui n'a rien à voir avec le show pour le coup, mais on a plein de live events qui ont été annoncés pour printemps 2024, et il n'y a pas de live event à Paris pour l'instant, donc ça peut peut-être présager un pay-per-view en 2024 en France, pourquoi pas, en tout cas j'espère. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donnez-moi votre avis par rapport à ce show, et d'ici là je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant qu'il y a eu catch à l'espoir. Bisous bisous.